Avec la crise sanitaire, le Covid, on nous a beaucoup parlé du monde d'avant et puis du monde d'après, sans vraiment savoir de quoi on parlait. Et aujourd'hui, je reçois un sociologue extrêmement connu, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Jean Viard. Et on va parler justement des impacts que ça a eu, cette crise sanitaire, et de comment lui envisage l'évolution de la société. C'est une conversation assez passionnante parce que lui-même l'est, naturellement. Donc je vous conseille vraiment de l'écouter attentivement. Je pense que ça peut ça peut résonner à différents endroits. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Jean. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Mais écoutez, ça va. Il pleut un peu, c'est dommage, mais en même temps, c'est très bon pour mon jardin. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. On va parler ce qu'on appelle du monde d'après, mais en fait, ce qui m'intéresse là, c'est le monde post-Covid. Vous avez écrit un livre dessus et vous parlez d'une rupture extrêmement forte que vous comparez à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, à une rupture très forte. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous pensez que c'est une rupture aussi forte? Tout simplement parce que 5 milliards d'hommes ont fait la même chose, se sont confinés partout sur la planète. 1 milliard d'enfants ont été retirés des écoles. Et si vous voulez, et on s'est regardés les uns les autres, parce qu'en gros, on savait pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait s'enfermer? Est-ce qu'il fallait mettre des masques? Est-ce qu'il fallait fermer les restaurants? Etc. Non. Et d'ailleurs, on continue. Avec le vaccin, on commence par qui? Les professions à risque, les personnes âgées, etc. Donc, au fond, c'est la première fois que l'humanité se retrouve d'abord démunie. Mais ça, c'était déjà arrivé. Mais d'habitude, on était démunis dans des sociétés où c'était habituel d'être démunis. Nous, on était dans une société où je suis malade, je vais voir mon médecin. Au pire, il dit, t'as une maladie mortelle, ça va être dur à guérir. Mais si vous voulez, on est dans cette logique. Et là, d'un coup, on est 5 milliards à être allés voir nos médecins et ils nous ont dit, écoute, reste chez toi, parle à personne, et puis on va espérer que ça passe. Donc, si vous voulez, on était aussi démunis qu'il y a 1000 ans. Donc je pense que ça a deux effets. Le premier, c'est une immense solidarité planétaire d'observation, de connaissance mutuelle. Et de l'autre côté, un immense sentiment qu'on n'est pas maître et possesseur de la nature. Alors je sais bien que Descartes a dit on est comme maître et possesseur de la nature, mais dans nos têtes, on était devenu maître et possesseur de la nature. Non, visiblement, non. Ce virus, après, il est peut-être possible qu'il sorte d'un laboratoire chinois, ça je ne sais pas. Mais même s'il sort d'un laboratoire chinois, il est bidouillé à partir d'éléments naturels. Et donc, si vous voulez, la question du rapport entre l'humain et la nature, le fait qu'on est un animal parmi les autres animaux, le fait que la nature ne peut pas être, il doit être respecté dans certaines de ses dimensions pour assurer notre survie. Tous ces sujets sont devenus des sujets mondiaux qu'on partage. Alors, comme dans tout partage, il y a des concurrences, etc. Mais c'est l'écume des choses. Le fond, c'est cette coopération planétaire. Et ça, je crois que si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, ça restera une date qu'on marquera dans les livres d'histoire avant et après la grande pandémie. Alors, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est effectivement ce rapport à la nature, le fait que d'ailleurs on utilise ce mot d'environnement, qu'on parle de sauver la planète, sans comprendre que ce qu'il faut sauver, c'est pas la planète, c'est le vivant, et qu'en réalité l'homme avec un grand H fait partie du vivant. Et je pense qu'il y a une profonde incompréhension parce que nos modes de vie, en particulier dans les pays industrialisés en tout cas, sont extrêmement énergivores et vont complètement à l'inverse du sens du vivant. Et quelque part, et vous avez raison, je pense que cette pandémie, c'est une preuve ou plutôt l'expression de nos modes de vie d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça d'ailleurs, mais et du coup, vous pensez que ça va vraiment il va y avoir une sorte d'avant-après cette crise? Mais si vous voulez, l'histoire des hommes n'est jamais écrite à l'avance. Quand on regarde les grandes ruptures du XXe siècle, ça a aussi bien entraîné les années folles en France, après la grippe espagnole et la guerre de 14-18, ça a entraîné la dictature bolchevique, ça a poussé Mussolini au pouvoir. Donc si vous voulez, on peut aller dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est pas écrit. Non. Par contre, à mon avis, ce qui est écrit, c'est un profond désir de rupture, c'est un profond désir de ne pas avoir souffert pour rien, et c'est au fond une imposition à ceux qui nous gouvernent de certaines règles. On a tous compris que l'idée que les chaînes de valeur organisent le monde, c'est-à-dire en gros que le prix de production du produit est le seul critère pour savoir où est-ce qu'on va le fabriquer, qui est en gros la politique mise en place depuis Reagan et Thatcher dans le but de faire tomber le communisme en Europe, et qui a permis de faire tomber le communisme en Europe. Donc si vous voulez, il faut toujours voir quels étaient les objectifs, même si après,
Du coup, on est entré dans une société depuis 50 ans où le seul critère, c'était le consommateur. Et en gros, vous allez dans un supermarché, en dehors de l'alimentaire, 70% des objets viennent d'Asie et ils coûtent le prix que coûterait un des objets fabriqués en Europe. À peu près, donc ratio. Donc effectivement, on a fait le choix de l'objet multiple, on a fait le choix d'ordinateurs portables, de téléphones portables qui sont des pures merveilles de technologie, etc., à des prix très bas. Et on a fait ce choix, donc la chaîne de valeur a écrasé le citoyen, on a au fond abandonné les grands milieux populaires chargés de la production dans nos propres pays, en leur disant écoutez, on est vraiment désolé, mais c'est moins cher quand ça vient d'Asie, ou d'ailleurs, mais enfin souvent d'Asie, et donc petit à petit ils ont glissé vers un populisme et vers un refus d'un monde où on leur disait simplement on est vraiment désolé, mais vous êtes trop cher. Et donc, si vous voulez, ça a poussé à Trump, à Bolsonaro, à ce qui se passe en Inde, etc. C'est-à-dire à une montée violente des populismes partout. Bon. Donc, ça, il faut avoir cette dynamique dans l'œil. Là, on a vu qu'effectivement, on gouverne avec la coopération, mais aussi des frontières. On a eu besoin à nouveau des frontières. La première frontière, évidemment, c'est le masque. Et puis la deuxième frontière, c'est ne pas sortir de la maison, les 10 kilomètres, les critères pour les frontières nationales, etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait par exemple dépensé 6 milliards pour amener des masques d'Asie. Je serais curieux de savoir combien on gagne sur un masque fabriqué à l'autre bout du monde, si vous voulez. Ça doit être peut-être un quart de centime. Enfin, c'est mineur. Donc, du coup, les peuples vont avoir une exigence sur tous ces sujets en disant, mais attendez, votre discours comme quoi il n'y a pas d'autre politique, sauf celle de faire des frontières avec des gouvernements d'extrême droite, ben, ce dialogue entre, j'allais dire, extrême droite avec des frontières et puis chaîne ouverte, ça marche pas. Et ça marche d'autant moins que plus les pays en Europe, par exemple, le pays au monde, le pays où il y a le plus de morts par habitant, c'est la Hongrie. On ne le dit jamais, on est tout le temps en train de regarder ce qui se passe chez les autres, mais nous en Europe, c'est le régime populiste de Hongrie qui est le pire en termes de pandémie. Tout simplement parce que ce sont des régimes qui ne s'intéressent pas aux individus, mais qui sont des régimes de pouvoir. C'est la même chose absolument partout. Et donc là, il faut bien voir ça. Et en même temps, voir que la dictature chinoise a été très efficace. Donc si vous voulez, soyons pas naïfs sur le monde de demain. S'il est possible qu'un certain nombre de pays se disent, mais attendez, une bonne dictature à la chinoise, pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc, parce que ça a été efficace pour le vaccin, ça a été efficace pour arrêter la pandémie, dans des conditions autoritaires épouvantables, sans même parler des Ouïghours, mais même pour les autres. Donc, il faut avoir tout ça dans la tête. Alors après, avant de venir exactement à votre question, n'oublions pas qu'on s'est battu pour sauver des vies. Donc, en ce moment, il y a 3 millions de morts, peut-être 4 millions. On en a sauvé un minimum, il faut multiplier par 10 pour avoir un minima les vies sauvées. On est entre 80 et 40 et 100 millions de vies sauvées. Non. Et des vies sauvées de personnes âgées, généralement non productives, souvent très près de la fin de vie. Donc si vous voulez, c'est l'acte le plus humaniste que l'humanité, à mon avis, n'a jamais fait. C'est-à-dire d'arrêter l'économie, de s'enfermer, de se restreindre chacun d'entre nous de ses plaisirs pour sauver les plus anciens et les plus fragiles, qui sont évidemment plutôt coûteux que rapportant de l'argent. Je crois qu'il faut le dire parce que ça nous refonde dans des valeurs de civilisation qui ont été absolument planétaires, que tout le monde a accepté sauf les régimes populistes, encore une fois. Et donc, si vous voulez, c'est très important parce que je pense qu'on revalide nos valeurs d'une façon absolument extraordinaire. Comme on avait pu les valider au début du monothéisme, il y a des grandes périodes dans la construction des valeurs. Là, je pense que avec un monde, si vous voulez, ce qui est particulier, c'est que le monothéisme, ça a mis des siècles à se diffuser. Là, on est capable maintenant, la maladie, elle s'est répandue en 2 ou 3 mois sur la planète, parce que les hommes touchent les hommes, puisque c'est passé d'un homme à un autre homme, et qu'en 3 mois, la planète entière était infectée. Et donc, on a vu le fait qu'on se battait tous en même temps. Les autres pandémies, ça mettait 10 ou 15 ans pour faire le tour du monde. Donc, au fond, quand ça arrivait à Manosque, chez Giono, c'était peut-être parti de Chine 7-8 ans avant. On savait pas forcément que c'était la même pandémie. Bon. Là, nous, on le sait. Bon, alors, tout ça nous pose une question absolument redoutable. Ça montre qu'on a un commun planétaire, et que ce commun planétaire, il nous permet de nous battre contre ce virus, y compris des investissements absolument immenses dans la science, et les chercheurs ont monté en compétences, c'est inimaginable, même ceux qui n'ont pas trouvé, si vous voulez, ils ont quand même énormément cherché. Donc il y a des tas d'éléments de changement, et c'est une société qui est totalement numérisée. On est rentré dans la civilisation numérique, on a bien été obligé, mais penser cette pandémie sur Internet, c'est impensable. Si vous voulez, c'est un peu comme le pétrole, penser la guerre de 40 sans le pétrole, c'est impensable. Non. Et la guerre de 14-18, c'était quand même une guerre c'était une guerre à cheval. Bon. Donc chaque grande rupture modifie les systèmes d'énergie et de communication. Bon. Donc ça, c'est le fond. Et en même temps, effectivement, si vous voulez, il y avait une pensée
j'allais dire extrémistes. Alors, je considère, moi, les Verts comme des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que, si vous voulez, des lanceurs d'alerte d'origine protestante. Je pense que l'écologie, au départ, elle vient du monde protestant, y compris d'ailleurs plutôt de Calvin que de Luther. Calvin a écrit des textes absolument magnifiques sur les oiseaux, etc. Et il y a chez Calvin une vraie pensée pré-écologique qu'on va retrouver petit à petit dans les pensées romantiques, qui vont se développer dans les pays protestants et qui vont n'atteindre qu'après les pays catholiques. Et on voit très nettement en Europe, même aujourd'hui, que les pays d'obédience protestante ont des écologistes extrêmement puissants, très proches du pouvoir. Pensons à l'Allemagne, par exemple. C'est pas forcément les seuls, mais pensons à l'Allemagne. Alors que les pays catholiques, soit n'ont pas de phénomène ou musulmans. Il y a quasiment pas de mouvement écologiste au sud de la Méditerranée. Le sud de l'Europe, ça a été repris par des mouvements extrémistes, souvent issus de l'ultra-gauche ou de l'UNEF. Mais en fait, si vous voulez, je dirais que c'est quasiment un concept importé. C'est pas une raison pour qu'il soit pas bien, hein, mais je veux dire que et d'ailleurs le fait que le pape ait appelé les catholiques à être de plus en plus écolos, je pense que ça a beaucoup joué dans l'évolution de l'écologie en France. Bon. Et donc il y a un rapport dans l'écologie française entre le religieux, donc le discours de conviction et de vérité. Ce n'est pas un discours de débat, c'est un discours d'imposition de la vérité. Au fond, au nom de la science, mais ça on avait déjà connu avec le marxisme, où on vous disait aussi que c'était écrit dans le Capital et que les textes de Lénine faisaient autorité. Et donc, si vous voulez, c'est une question fondamentale, c'est-à-dire, est-ce que la démocratie doit s'affronter à la conviction et au consentement, ou à une vérité dite scientifique, que personnellement, comme d'un point de vue scientifique, je la partage, mais est-ce que cette vérité doit être imposée au nom de la science ? C'est le propre du totalitarisme, c'est ce qui se passe en Asie. Je pense qu'ils sont capables d'ailleurs d'être petit à petit de devenir écologiques. En ce moment, ils ouvrent des centrales au charbon à peu près tous les matins. Mais bon, le jour où ils vont décider de plus le faire, ils vont peut-être décider de les fermer tout le même jour. Bon. Donc, si vous voulez, on est là face à une vraie question, c'est-à-dire que moi, je pense que le monde est devenu écologique, que la lutte contre le réchauffement climatique est perçue dans les cerveaux des gens comme effectivement une conséquence de cette crise, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte qu'on n'était pas maître et possesseur de la nature, donc le réchauffement climatique était notre grand combat, et c'est notre nouveau commun. Comme, on va dire, la révolution industrielle et le progrès a été notre commun depuis 150 ans. Donc on a changé de commun. Mais c'est pas après forcément les lanceurs d'alerte qui vont forcément porter ça. C'est deux problèmes très très différents. Je pense que c'est devenu la toile de fond de la civilisation, numérique et écologique, les deux en même temps. Et que si vous voulez, c'est bien ça qui est devant nous, mais qu'il faut faire très attention, parce que moi je mets la démocratie au-dessus de tout. C'est-à-dire je considère que la bataille, c'est de convaincre les milieux différents et de proposer des solutions aux milieux différents. Vous voyez, par exemple, dans la bataille des Gilets jaunes, moi j'étais très monté au créneau en disant, attendez, 63% des Français habitent dans des maisons avec jardin, autour des villes ou à la campagne, ils ne peuvent circuler qu'en voiture. Donc, je suis très pour le vélo en ville, mais je rappelle que le vélo, c'est 3% des déplacements. Peut-être que ça va monter à 10%, je le souhaite vivement. Mais on voit bien qu'il y a une idéologie vélo qui, à la limite, oublie que, bah oui, excusez-moi, mais à Paris, les gens qui travaillent dans Paris, pour l'essentiel, viennent de l'extérieur de Paris, voire de l'extérieur de l'Île-de-France. Il y a, par exemple, 240 000 personnes tous les jours des Hauts-de-France qui viennent à Paris. Bon. Et qui s'en occupe ? Personne. Même quand on fait la gare du Nord, on les conseille pas, on les consulte pas. Alors c'est eux qui l'usagent tous les jours. C'est pas la mairie de Paris. Je pense que les élus de Paris ne prennent jamais à la gare du Nord, sauf pour aller à Londres ou à Bruxelles. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas casser la démocratie au nom, effectivement, du réchauffement climatique. Et la vraie bataille, c'est d'articuler les deux. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver, mais c'est la bataille qui m'intéresse. En fait, c'est hyper intéressant tout ce que vous racontez. Vous le savez sans doute. Il y a énormément de choses qui résonnent, évidemment, dans tout ce que vous dites. D'abord, il y a l'influence, je pense qu'on a du mal à s'en rendre compte encore en France, mais l'influence de la Chine sur notre culture, et ça passe aussi par le numérique. Mais il y a aussi, et on peut pas le nier tout de suite, et c'est un chiffre, je pense, qui a fait un peu trembler tout le monde, qui est cette étude de l'Institut Jean Jaurès, qui a montré que le RN était le parti préféré des jeunes. On voit aujourd'hui
un gouvernement qui est totalement qui s'est fait totalement enliser par la crise, et de toute façon historiquement on voit bien qu'en général quand il y a une crise aussi forte, le politique qui est à la tête saute. Il y a pas vraiment il y a assez peu de cas où, à moins que ce soit en dictature évidemment, mais il y a assez peu de cas où en démocratie la personne qui sauve le pays, par exemple Churchill ou autre, ne saute pas. Et en même temps, on voit cette montée de l'extrémisme. Donc, en fait, à chaque élection présidentielle, on nous dit, mais vous savez, il y a vraiment un risque. Et là, je crois que, effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ce que vous dites, ce bien commun, et se dire que, effectivement, nous sommes tous liés. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'on s'en rend compte vraiment. Il y a aussi la redécouverte quelque part des frontières. Il y a ce nationalisme qui remonte. Il y a effectivement ce que vous dites sur la Chine, c'est-à-dire effectivement une dictature. Enfin, on peut pas nier, une dictature, c'est efficace. J'ai pas du tout envie d'y aller, mais le fait est que c'est efficace. Elle peut être efficace parce que, si vous voulez, moi qui ai beaucoup fréquenté les pays communistes, puisque j'étais l'éditeur de Václav Havel quand il était en prison, si vous voulez, le modèle soviétique était inefficace. Quand vous montiez dans une Trabant, vous avez l'impression d'être redescendu au Moyen-Âge, si vous voulez. Ce qui n'est pas le cas de la Chine, parce que le Chine, c'est un totalitaire capitaliste. Donc le modèle est très différent parce qu'il est très technologique et très éducatif. Donc si vous voulez, ils ont inventé un modèle de développement qui n'existait pas, qui est un modèle effectivement d'hyper-développement. Nous, on a toujours pensé en Occident que plus on se développait, plus la démocratie était le modèle naturel. Et on se rend compte que ce n'est pas vrai. Et on se rend compte en plus en ce moment que vous avez d'un côté l'Inde, qui est une démocratie populiste avec un régime, mais qui est une démocratie qui est absolument lamentable dans le soin apporté à ses populations, et vous avez la Chine, qui est une dictature féroce, mais qui sauve ses habitants. Donc là, c'est les deux grands pays du monde de plus d'1 milliard d'habitants. Le résultat, l'écart de résultat est fascinant, surtout que l'Inde est la pharmacie du monde. C'est là qu'on fabrique l'essentiel de nos médicaments. Donc on peut pas dire qu'ils sont complètement nuls sur ce terrain. Donc si vous voulez, ça montre bien que les structures politiques d'un grand modèle démocratique comme l'Inde sont totalement incapables de gérer une pandémie. Ce qui pose des problèmes absolument gigantesques dans nos imaginaires, etc. Et vous voyez, vous dites les grands leaders ont été évacués après les crises précédentes, c'est tout à fait vrai. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils sont souvent revenus au pouvoir après. Vous voyez, prenez Churchill, il est revenu en 51, prenez De Gaulle, il est revenu en 58. Donc, si vous voulez, c'est assez amusant de se dire que ces deux grands leaders, qui pour nous sont les deux grands leaders de cette période, alors c'est moins vrai aux États-Unis, mais ils n'ont pas la même culture politique tout à fait, en fait, sont partis et sont revenus. Parce qu'à un moment, ils incarnent la mémoire de la gloire, si vous voulez. En ce moment, moi je dis souvent, on est dans une victoire gigantesque. Puisqu'on sauve tous les jours, moi je considère qu'on sauve tous les jours entre 10 et 20 fois le nombre de morts. Donc quand on dit il y a 300 morts, je dis on a sauvé entre 3000 et 6000 personnes, ce qui est gigantesque. Bon. On a sauvé autant de gens. Staline a pris 50 millions de vies. Hitler a pris 50 millions de vies. On a à minima sauvé 50 millions de personnes. Donc si vous voulez, on a sauvé autant de vies que Hitler ou Staline en avaient pris, peut-être même autant de vies que les deux en ont pris. Donc, tu vois, c'est à cette échelle-là qu'il faut penser l'événement historique. C'est pour ça que je fais un gros effort de le penser comme, je dirais, si vous voulez, ce que nous vivons, la vérité, on le saura plus tard. Vous voyez, c'est comme la dernière guerre, la résistance, les gens engagés dans la résistance, on estime c'est au maximum 2% de la population. Mais on a reconstruit après un récit volontaire pour pouvoir réutiliser les anciens juges, les anciens policiers, les anciens tout ça, tous ces gens qui avaient souvent été pétainistes, on les a réintégrés dans le corps national. Écoutez les mecs, on n'en parle plus, on a construit un récit de la résistance, toutes les conneries que vous avez faites, bon, les plus graves, on en exécute quelques-unes, mais très très peu, et au fond, on est reparti d'un autre pied, c'est-à-dire dans un nouveau récit. Et si vous voulez, c'est dans le récit que les sociétés agissent. Vous savez, Dieu, personne l'a jamais vu. La nation, on l'a jamais croisé. Même le peuple, on peut dire, on peut voir la foule, mais on peut pas voir le peuple. Donc, si vous voulez, ces grandes notions philosophiques qui gouvernent les sociétés ne sont pas du réel. C'est l'irréel qui gouverne le réel. Il faut pas se tromper. Donc, la question, c'est comment on réinvente un irréel qui va actionner le réel. Et quand le politique est perdu, c'est que le politique ne parle plus que du réel. Et si vous voulez, c'est ce qu'on est en train de vivre. On est à la fin de la pensée politique issue de la révolution de 89, mais surtout de la révolution industrielle, avec l'affrontement capital-travail comme moteur des sociétés, et Dieu sait s'il a été porteur, ce conflit, puisqu'il a permis la retraite, tout ça. Enfin bon, on a évidemment permis au milieu populaire des conditions de vie qu'il n'aurait jamais eu sinon, donc c'est extrêmement positif, mais c'est épuisé. C'est plus le lieu central des affrontements. Et si vous voulez, c'est ça que souvent, d'ailleurs, les forces de gauche n'arrivent pas à penser, c'est-à-dire n'arrivent pas à repenser la société. Dans la hiérarchie
des appartenances. Les appartenances de classe sont devenues, à mon avis, très secondaires, notamment parce que l'essentiel des ouvriers habitent à la campagne et que donc ce qui habite dans les quartiers populaires, c'est essentiellement une population immigrée, donc qui ne sont pas dans l'industrie. Donc on n'est pas du tout dans le même modèle qu'avant. On appartient aujourd'hui à son lieu, à son local, à sa ville 15 minutes, et on appartient à son corps. Au fond, les deux grands systèmes d'appartenance aujourd'hui, c'est le corps et le lieu. Alors le corps, c'est le corps de l'homme et de la femme, bien sûr, c'est le genre, c'est évidemment le corps de la couleur, c'est aussi le corps mémoriel, celui qui est descendant d'esclaves, celui qui est descendant de pas d'esclaves, etc. Donc ce corps, il a de multiples choses, y compris ça peut être un corps que je construis, le corps du sportif. Regardez par exemple comment les salafistes ou les régimes du Qatar et d'Arabie Saoudite ont mis la main sur le corps sportif, en se disant que c'était un lieu qui réunifiait l'humanité, la victoire, et c'est eux qui ont repris les valeurs de Coubertin. Vous voyez comment il y a des vraies stratégies sur le corps et des vraies stratégies sur le local. Et la question qui nous est posée, c'est de comprendre ces nouveaux systèmes d'appartenance, de voir comment ils sont socialement distribués, parce qu'évidemment, ils ne sont pas également distribués, et de voir comment la bataille contre le réchauffement climatique peut passer par cette nouvelle lecture. Et c'est ça, si vous voulez, qui est complètement en question en ce moment. On est dans un désarroi profond. Quand vous voyez le discours à l'UNEF, quand vous voyez les affiches des écolos d'Île-de-France, excusez-moi, c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne cherche pas à rassembler, on cherche à exclure. Normalement, ça, le monopole de l'extrême droite de penser comme ça. Il y a trop d'immigrés, il y a trop d'étrangers, il y a trop de musulmans, etc. Normalement, les pensées d'extrême droite se construisent par l'exclusion. Et là, on retrouve cette logique à l'ultra-gauche, qui est très compliquée, parce qu'effectivement, on est là dans une immense difficulté du sens, parce qu'effectivement, on passe de cette appartenance de classe à d'autre forme d'appartenance, et quand on dit, par exemple, la ville un quart d'heure, le local, la proximité, les tiers-lieux, tout ça, c'est le nouveau territoire social. D'abord, c'est pas absolument vrai pour tout le monde, il faut quand même faire attention, mais en plus, c'est perçu comme un discours un peu passéiste. C'est tout juste si on vous dit pas, ouais, non, le local, tout ça, d'accord, mais Pétain l'a déjà fait. Donc, si vous voulez, on est là dans une difficulté parce que on change de catégorie d'appartenance, mais évidemment, pour l'instant, elles ne sont pas incarnées, elles ne sont pas portées de manière claire, et le mouvement écologique est un mouvement, je vous dis, qui a été un lanceur d'alerte absolument magnifique, mais qui, à mes yeux, se prend les pieds dans le tapis de sa fusion en France avec le gauchisme et de sa fusion avec les religions. Parce que moi, je connais la religion des grands élus écologiques de France, et ce sont les seuls dont je connais la religion, qui affirment leur religiosité à Lyon, à Bordeaux, à Poitiers. Je vais à Lille, je vais à Paris, je vais à Bordeaux, dans des villes à Lyon, enfin, non, Lyon, c'est pareil, même à Marseille. Je ne sais pas si les gens sont croyants ou pas croyants, dans quelle religion ils ont été élevés, etc. Donc cette fusion entre écologie et religion est un des enjeux de cette période, parce que nous devons reconstruire des systèmes d'appartenance qui rassemblent et où les gens se reconnaissent. Parce que vous savez, le problème, c'est que quand les systèmes d'appartenance s'effondrent, celui par exemple des milieux ouvriers, faut pas rêver, les syndicats sont devenus des syndicats de la fonction publique, qui protègent essentiellement les 5 millions de fonctionnaires contre les vents, pour eux mauvais, de la société de marché. Et donc, si vous voulez, là, on est dans des difficultés absolument gigantesques, parce qu'effectivement, les milieux populaires ne se sentent plus protégés. Et ce qui est très curieux, c'est que vous avez dit le Rassemblement national progresse dans la jeunesse. Non, pas tant que ça. Il progresse dans les 25-35 ans. Il progresse très fortement chez les gens qui rentrent sur le marché du travail et qui donc se disent qu'ils vont s'affronter à la crise. C'est pour eux, si on peut dire. Ils sont pas suffisamment capés pour être protégés par le fait qu'ils aient beaucoup d'expérience. Et par contre, les 16-26 ans sont plutôt attirés par le président Macron. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans les nuances. Pourquoi ? Parce que cette pandémie, les gens se sont sentis protégés. Si vous voulez, depuis 10-15 ans, les gens ne se sentaient non protégés. Alors, les populations diplômées à fort réseau, ils se protègent tout seuls. Ils s'autoprotègent, je dirais. Vous êtes anciens élèves de CIM, même les membres de l'UNEF, vous êtes anciens membres de l'UNEF, tout ça, c'est un réseau puissant. Donc, vous avez des solidarités. Et du coup, au fond, vous êtes protégés individuellement. Et puis, effectivement, c'est un peu comme le fait de mettre un digicode à sa porte, quoi. Et puis, effectivement, les gens des milieux populaires, eux, ils se sentent plus protégés du tout. Parce que ce qui les protégeait, c'était le Parti communiste français, c'était la CGT, c'était des grandes organisations de masse, c'était des grandes manifs, c'était des rituels collectifs qui faisaient communauté, c'est là où on se mariait, où on s'aimait, etc. Et donc, si vous voulez, ils ne sont plus sentés protégés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont massivement déménagé vers le périurbain. D'ailleurs, l'essentiel des gilets jaunes, c'est des gens qui viennent de la ville, et qui avant auraient habité en HLM. Leurs parents auraient habité en HLM. Et eux, ils se sont achetés une maison. Et donc, ils sont, au fond, je dis souvent, au fond, ils ne voulaient pas cohabiter avec les immigrés,
Donc il y avait deux solutions, soit mettre Le Pen au pouvoir, soit aller habiter dans un quartier où il n'y a pas d'immigrés. Dans la vraie vie, Le Pen ayant raté le pouvoir, ce dont je ne saurais me plaindre, effectivement, ils ont déménagé. Et donc, si vous voulez, on est dans toutes ces situations-là, et il faut regarder la société comme ça. Et donc se dire, cette pandémie est une tragédie créatrice. C'est-à-dire que la tragédie est évidente, il y a des morts, des malades, la peur, etc. Mais il faut pas l'oublier, bien sûr, parce qu'il faudrait pas dire ah non c'est génial cette pandémie. C'est pas que c'est génial, c'est que le monde attendait une rupture pour changer de direction. Il est possible que cette pandémie soit cette rupture, et il est possible que le récit qu'en font les intellectuels et que pourraient en reprendre les politiques le permettent. Mais si vous voulez, il faut passer par la phase du récit. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la résistance. Il y a bien quelqu'un, notamment De Gaulle, qui a construit l'idée que la résistance c'était la France. Bon. Et du coup, ça a mené aux 30 Glorieuses, etc. Et donc, après, ça a amené à autre chose. J'ai jamais été gaulliste, mais si vous voulez, il faut regarder la dynamique des choses. Bon. Et là, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que le rôle des intellectuels, pour moi, en ce moment, c'est la construction du récit de ce que crée cette pandémie pour essayer, effectivement, qu'elle avance vers, effectivement, un modèle social qui sera un modèle social numérique, qui sera un modèle social humaniste, parce que c'est la grande valeur de cette pandémie, et qui sera un modèle social construit pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est ça qui me semble intéressant et c'est ça qui me semble possible. Alors, c'est hyper. Enfin, je suis profondément d'accord avec cette idée de réinventer le récit et que c'est une opportunité pour nous de le faire, cette pandémie, on va dire. Et en même temps, moi, j'observe quand même un repli sur. Parce qu'en fait, j'observe de la peur. En fait, c'est surtout ça, de la peur et aussi un manque de confiance dans les institutions qui soient les médias, qui soient les politiques, qui soient les marques, et donc du coup un repliement sur soi, qui est une conséquence de la peur en général, repliement sur soi, alors sur ce que vous disiez évidemment, ce qui fait corps, donc le corps, et puis peut-être aussi des bulles qui peuvent être des bulles sociales, tout simplement. Mais j'ai pas l'association, enfin, mais c'est génial si c'est le cas, qu'on aille vers de l'humanisme justement. Alors il y a bien ce mouvement féministe qui existe et qui va vers cet humanisme. J'espère en tout cas une partie de ce mouvement. Mais j'ai l'impression que justement il y a beaucoup de mouvements qui sont contre, qui rejettent les autres. Oui, mais vous avez raison. Vous me parlez de ce qui s'est passé depuis quelque temps. Bon. Vous voyez, moi j'avais écrit un livre qui s'appelait La Société de l'archipel il y a 15 ans. Donc la notion d'archipel, je l'avais déjà repéré. Pierre Weiss d'ailleurs a écrit un livre qui s'appelait L'économie d'archipel. On avait bien repéré cette question de l'archipel. Jérôme Fourquet en a fait les groupes fermés, en attaquant sur les prénoms notamment. Donc si vous voulez, lui c'est plus une société d'archipel, c'est une société en fait communautarisée qui nous décrit. Et là, je suis pas entièrement d'accord parce que je pense qu'on est dans une société. Vous prenez par exemple les populations qui arrivent de l'étranger, en masse, massivement, elles se diffusent dans la société après un séjour plus ou moins long dans les faubourgs. Évidemment, on ne photographie que ceux qui n'ont pas évolué. Et notamment ceux qui se sont construits à l'intérieur du refus social, notamment le marché de la drogue, etc., ou d'autres marchés, qui en permanence sont réalimentés par les derniers arrivés qui vont dans ces endroits parce qu'il y a des gens qui connaissent, etc. Mais on n'éclaire pas ceux qui ont diffusé, qui sont diffusés dans la société. Or, c'est frappant quand on regarde cette pandémie de se rendre compte qu'énormément des noms des gens, des savants ou des médecins, en fait, ils sont issus de l'immigration même très récente. Donc, si vous voulez, on se rend compte que le problème, c'est qu'on éclaire, je dirais que on éclaire, c'est Jacques Lévy qui dit ça, on éclaire la société de stock. Et on n'éclaire pas la société de flux. Or, dans nos sociétés, il y a évidemment, c'est très net, un sentiment d'être scotché à son territoire, notamment dehors des métropoles, du moins, en tout cas dans la plupart des grandes démocraties, parce que c'est là qu'on a justement stocké les milieux populaires en leur permettant d'accéder à la propriété, et donc ils ont la fierté d'être propriétaires d'un petit pavillon avec 2 diesels et 2 salaires, et puis à un moment, ils se rendent compte qu'on leur a pas proposé d'être des citoyens. On n'a pas redécoupé les territoires politiques, ils ne sont allés à un endroit qu'en fonction du prix du terrain et de la distance au premier rond-point pour aller travailler à l'école et au supermarché. Et on a bien vu dans la crise des Gilets jaunes, mais vous prenez l'électorat de Trump, le Johnson, vous prenez les Catalans qui ne veulent plus être en Espagne, c'est toujours la même population, ce sont des ruraux lointains de la ville ou des habitants du périurbain construit depuis la guerre. Je vous rappelle qu'en France, il y a 16 millions de maisons avec jardin pour 12 millions d'appartements. Donc si vous voulez, le phénomène majeur, c'est la maison avec jardin comme accession populaire. Et du coup, on a libéré des logements dans ce qu'on appelait les quartiers ouvriers, mais comme on a enlevé les usines des villes, c'était logique que les ouvriers quittent la ville. Et du coup, on y a mis les nouvelles populations arrivantes. Bon.
où on a démoli certains bâtiments. Et donc, ce qui d'ailleurs permet de comprendre la politique de l'ANRU, qui au fond accompagne la fin de la ville industrielle aussi, pas seulement, mais aussi. Et donc, si vous voulez, du coup, dans ce mouvement-là, ce qu'il faut, c'est qu'on raconte le récit de ce qu'on a vu pendant la pandémie. Or, pendant la pandémie, on n'a pas vu d'affrontement. On a vu des solidarités familiales très fortes. On a vu qu'à Noël, il n'y a eu aucune augmentation de la pandémie, alors que les petits-enfants sont allés voir leurs grands-parents, mais qu'ils avaient fait attention, ils s'étaient protégés, ils ont mis des masques, ils étaient restés une semaine enfermés dans leur chambre, etc. Donc on a vu une solidarité. On a vu des jeunes faire des maraudes, ce qui n'arrivait quasiment jamais. Donc on a vu des tas de solidarité entre les générations, contrairement à ce qu'on raconte. Et on a vu une jeunesse qui, en fait, vit une expérience, là encore, créatrice, tragique. Mais ils ont lu, ils ont réfléchi sur qu'est-ce que c'est que l'amitié, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la relation à l'autre. Donc si vous voulez, je ne suis pas, moi, vous savez, je suis de la génération, j'étais enfant, je voyais les étudiants de mon père, ils partaient 2 ans en Algérie. Mon père est parti en 39, engagé volontaire. Mes 2 grands-pères ont été à Verdun, ils ont fait la guerre pendant 4 ans. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, évidemment, on est dans une société qui, grâce à Dieu, n'a pas connu la guerre, sauf en Yougoslavie, sur le continent européen, depuis très longtemps. Donc, on a l'impression, mais des gens, moi, de mon âge, je rappelle que c'est exceptionnel et que c'est nous qui avons fait ça. Quand je vois ces jeunes qui font des affiches complètement absurdes contre les boomers, mais qui a empêché la guerre en Europe depuis 45? Qui a construit cette société où la vie s'est allongée de 20 ans? Qui a construit cette société où les femmes ont les mêmes droits que les hommes? Et ça leur est pas arrivé tout cuit. Donc, si vous voulez, je trouve que la remise en cause du travail de cette génération est absolument dramatique, parce que l'égalité homme-femme, il est né là, parce qu'effectivement, l'école pour tous, il est né là, 80% des jeunes au bac, c'est né à cette époque-là, etc., etc. Il y a aussi des conséquences écologiques négatives, bien sûr, puisque l'idée d'environnement, le ministère de l'Environnement ne date que 1973, et encore à l'époque, c'était un peu les plantes vertes, disons-le honnêtement, c'est un peu ça, les plantes vertes. On pourrait rediscuter de cette expression des 30 glorieuses. Mais... Non mais voilà, si vous voulez, il faut regarder tout ça. On a été une génération extraordinairement créatrice, et si vous voulez, le discours anti-parent, et cette espèce de discours UNEF, c'est pour ça que l'UNEF, vraiment, je suis très fâché, quoi, parce que moi, j'ai eu des responsabilités à l'UNEF, c'était mon syndicat, et donc, si vous voulez, je suis très fâché de perte de ce discours de rassemblement et de cette volonté de guerre entre les générations et les milieux sociaux. Et si vous voulez, d'ailleurs le résultat électoral, il se voit tout de suite, mais c'est tragique, parce que ce qui aurait dû être, c'est pour ça que en ce moment, je serais volontiers allemand, quoi. Si j'étais allemand, je serais volontiers Grünen. Ou si j'étais américain, je serais démocrate sans aucun problème. Je serais totalement à l'aise. Donc si vous voulez, voilà, c'est ça qu'il faut se raconter, parce que si on ne change pas notre lecture de la société, si on ne dit pas les systèmes d'appartenance, la hiérarchie des systèmes d'appartenance a changé. Les classes sociales ne sont plus en haut. Ce qui est en haut, c'est le corps et le lieu. Si on ne dit pas des choses comme ça, si on ne dit pas pendant la pandémie, on a vu 4 groupes sociaux. On a vu la France rurale et forestière, qui représente encore 80% du territoire, qui en gros est plus ou moins gouverné par les communes et les départements pour un peu moderniser tout ça, mais en gros ça marche pas si mal. Il y a toute une partie d'ailleurs qui est un peu à l'abandon, mais pas une tellement grande partie, parce que la plupart est pénétrée par le grand périurbain à 1 heure des villes, mais il y a des zones qui restent dans des errances, je suis très content, mais elles sont peu peuplées. Et d'ailleurs souvent ce sont des zones de grande production agricole. On oublie de dire que une bonne partie des villages dépeuplés sont dans les territoires de la Beauce et de la Brie, où effectivement l'idée d'habiter au milieu d'une plaine à blé avec des champs gigantesques, c'est pas extrêmement attractif. Donc il y a aussi des zones de montagne, de petites montagnes à l'abandon, mais c'est pas vrai, on dit la campagne n'est pas abandonnée du tout. D'ailleurs, elle s'est plus peuplée que la ville. Donc si vous voulez, mais donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ce monde de la campagne qui au fond s'en est pas trop mal sorti. On a vu le monde ouvrier qui lui est installé loin des métropoles ou dans certaines régions industrielles, notamment le nord et l'est, mais aussi des villes. Vous avez Rodez, vous avez une usine, vous avez Manosque, vous avez Iter, donc vous avez des villes-usines, si on peut dire les choses comme ça, même des plus petites. Vous voyez Pertuis, par exemple, il y a une entreprise, Poling, c'est en gros l'essentiel de l'emploi, ils fabriquent des outils agricoles. Donc vous avez encore ce lien, mais pas beaucoup d'endroits. Et donc, si vous voulez, ce monde industriel, très vite, il s'est remis au travail, et l'essentiel de ces gens, des maisons et jardins. Parce qu'effectivement, ils habitent pas dans les villes. Dans les villes, on confond toujours l'ouvrier d'entretien qui répare les ascenseurs, tout ça, qui est très respectable, mais qui n'a pas du tout le même profil que l'ouvrier de production qui habite effectivement plutôt en dehors de la ville. Et puis, donc, tu as 2 groupes. Après, effectivement, vous avez le monde des métropoles qui représente l'essentiel de la création de richesse, puisque les 8 plus grandes métropoles produisent 61% du PIB. Et sur la planète, vous avez 200 métropoles qui sont en train de capter la création de richesse et l'innovation technologique et scientifique. Pour une raison très simple, c'est que les métropoles, ce sont des endroits où la toile numérique croise la densité des cerveaux, des pouvoirs de décision, des pouvoirs financiers, etc. Et donc vous avez un hub, j'allais dire, de physique et numérique en même temps.
Bon, ça donne une puissance, depuis 20 ans, ça a monté en puissance extraordinaire. Bon. Mais on s'est rendu compte que ces métropoles ont deux ailes. Une aile, on va dire gilets jaunes, c'est-à-dire ces gens qui viennent tous les jours à la ville et qui effectivement sont en fait la main-d'œuvre de la ville, de la métropole. À Paris, par exemple, il y a 2 millions d'habitants, dont 700 000 travaillent dans la ville, mais il y a 1 million qui rentrent tous les jours dans la ville. Sans compter les millions qui rentrent tous les jours dans la ville de France, d'Europe et du monde. Bien sûr. Donc, si vous voulez, Paris n'existe que parce que les autres y viennent. C'est exactement comme une gare. Ce ne sont pas les employés de la SNCF, c'est pas pour eux qu'on a construit la gare. Qu'on leur construise des conditions de travail confortables, je suis d'accord, mais les Parisiens font comme si on avait construit la ville pour eux, mais c'est une absurdité. Il est clair qu'une métropole mondiale comme Paris, qui est une des 4 ou 5 métropoles de la mondialisation centrale, avec ses 11 millions d'habitants dans l'Île-de-France, est un acteur planétaire global et particulièrement franco-européen. Bon. Et si vous voulez, et les Parisiens ont une espèce d'arrogance de croire que la ville leur appartient, ce qui est complètement faux, et d'ailleurs, je suis très favorable au ferme urbaine, pour des raisons culturelles et écologiques, mais je rappelle chaque jour que les Parisiens mangent 3 millions d'œufs par jour. On est tout à fait d'accord pour envoyer les poules. Nous, en province, on n'en a pas tellement envie des poules. Donc, s'ils les veulent, on les envoie. Ils peuvent faire un immense poulailler sur les Champs-Élysées, mais 3 millions de poules, ça fait quand même beaucoup. Alors, il faut un peu être dans la réalité. Il faut arrêter d'avoir des discours comme ça décollés. Et donc, si vous voulez, cette ville, elle a donc deux ailes, ces métropoles. Elle a effectivement son aile gilet jaune, essentiellement des lotissements et des petits villages dans les périphéries. Et puis, elle a une deuxième aile, c'est la ville des résidences secondaires, c'est celle où il y a de plus en plus de télétravailleurs, où il y a 450 000 Parisiens qui se sont retirés pendant la première pandémie, plus d'1 million ou entre 1 et 2 millions dans toute la France, et qui, en ce moment, est en train d'augmenter sa population très vite. Et donc, si vous voulez, des villes comme Tours, des villes comme Mortagne-en-Perche, des villes comme Beauvais, des villes comme Arras, comme Draguignan, etc., gagnent de la population et des gens qui ont envie de déménager, qui souvent ont l'idée d'avoir deux lieux. C'est pour ça que c'est la culture de la résidence secondaire derrière, c'est-à-dire qu'on a deux maisons. Mais où est-ce qu'est la maison principale? Et au fond, ce qui définit, j'allais dire, la maison principale, c'est celle où on inscrit les enfants à l'école, si on peut le dire comme ça. Et si vous voulez, on voit bien qu'en ce moment, ça hésite. Il y a plein de gens qui hésitent. Il y en a beaucoup qui vont réduire leur surface à Paris ou dans les grandes métropoles en ayant un pied-à-terre. Alors, est-ce que ça sera un pied-à-terre privé? Est-ce que ça sera une culture de l'hôtel? Est-ce que on va multiplier des lieux où, en gros, vous aurez toujours le même petit appartement, mais en réalité, il sera utilisé, vous serez 4 ou 5 propriétaires à vous renouveler dedans, pas ensemble, mais à tour de rôle, etc. On peut avoir différents modèles de lieux avec de l'intimité quand même, mais qui peuvent être un lieu personnel. Bon, il y a des tas de modèles qui sont à inventer là et qui sont en train de s'inventer. Moi, je suis consulté par des très grands groupes immobiliers qui sont déjà en train de travailler là-dessus. Ils investissent des sommes absolument faramineuses pour savoir effectivement comment il faut transformer la ville, comment il faut transformer les locaux de bureau, qu'est-ce qu'il faut en faire, comment les gens vivent. Alors, il faut être prudent parce que les évolutions sont longues. Donc, si vous avez cette ville avec ses deux ailes, bon. Et puis, vous avez le rural. Et puis, vous avez des territoires un peu à l'abandon, qui sont des territoires du deuil, c'est-à-dire des territoires qui ont du deuil industriel, bien sûr. Et quand une région a été très industrielle, il faut plusieurs générations pour qu'elle sorte du deuil. Il faut, j'allais dire, que les gens meurent, si je peux me permettre, que leurs enfants meurent, que l'idée d'avoir construit un pavillon qui était la fierté et qui à un moment ne vaut plus rien, on va finir sa vie isolée dans un coin un peu à l'abandon, c'est difficile de trouver ça génial. Et forcément, ça blesse les hommes, ça blesse leurs familles, les enfants souvent sont partis. Regardez le Nord, un des gros problèmes du Nord, c'est effectivement, il y a beaucoup de jeunes parce que c'est les autres qui partent, ou c'est les vieux qui s'en vont. Dans les milieux aisés, ce sont les vieux qui déménagent au moment de la prise de retraite. Et dans les milieux populaires, c'est eux qui restent là. Donc vous avez des territoires du deuil qui sont très lourds. Mais on peut pas effacer le deuil. Je veux dire, on peut pas empêcher que quand il y a plus d'industrie dans une vallée, il y a plus d'industrie dans une vallée. Voilà. Et que c'est comme si vous perdez vos parents. Vous le savez que ça va vous arriver, mais n'empêche que c'est une tragédie épouvantable. Et c'est pas la peine de faire comme si, non, on va pas le dire à personne. Ben non, ça marche pas comme ça. Non, donc le deuil doit être géré, y compris le deuil spatial et social. Bon. Donc vous avez ces différents territoires. Et si vous voulez, la première question qui nous est posée, c'est de faire le récit de ça. Et de se dire en quoi cette pandémie va offrir des opportunités à chacun. Parce que le monde industriel, les territoires de l'industrie, ils vont plutôt gagner avec cette pandémie, parce qu'on va quand même rapatrier certains secteurs économiques, etc. En gros, ils vont plutôt gagner, du moins ceux qui se positionnent bien. Regardez l'Aquitaine, ils ciblent la pharmacie. Ils se disent, attendez, nous on est bon en pharmacie, c'est petit, mais on a les bases. Donc on va foncer là-dessus. Il y a un créneau. Bon. Mais il y aura d'autres créneaux sur d'autres sujets. Celui qui n'a pas de projet n'aura rien, parce qu'il faut aller le chercher, le projet. Il suffit pas d'attendre assis sur son derrière en disant oui, une industrie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ça, c'est intéressant. Les territoires qui vont rentrer dans la France du télétravail, 60% des gens peuvent travailler au moins un jour par semaine.
40% peuvent travailler régulièrement. Et le télétravail augmente la productivité de 22%. En tout cas, dans les études qu'on a actuellement. Même si il entraîne aussi des burn-out, et il a un gros intérêt pour les patrons. C'est un, il faut moins louer de bureaux. Et deux, on ne demande jamais d'heures supplémentaires quand on est au télétravail. Évidemment, ça n'a pas échappé au chef d'entreprise. Donc, on est dans cette situation-là. Donc, il faut réguler le télétravail. C'est pour ça que moi, le régulateur du télétravail, c'est le tiers-lieu. Je pense qu'il faut créer 15 000 tiers-lieux dans les 2 ans et que il faut qu'il y a plein d'endroits. C'est ce que tous ces gens, ce qu'ils veulent, c'est des liens sociaux là où ils habitent. En gros, aller travailler à côté d'autres gens, mais c'est les mêmes qui vont au marché, qui vont à l'école, qui vont à la salle de sport. Et donc, en fait, ils veulent recréer une vie de quartier, mais une vie de quartier mondialisée. Bon, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et puis, effectivement, et souvent, ça permet de relancer des villes moyennes qui étaient en difficulté. Vous voyez, des villes de la vallée de la Loire, pour ça que Tours est un très bon exemple. Moi, j'adore Saumur, je pense que s'ils se débrouillent, ils peuvent se débrouiller. Et au fond, le critère, c'est d'être à moins d'1 heure, 1 heure et quart des grandes métropoles, en train. En train, parce que c'est des populations qui ne veulent pas aller travailler en voiture. En plus qu'en train, vous travaillez sur votre ordinateur. Donc, en gros, votre journée de travail, elle a 2 heures de plus. Mais c'est une journée de travail qui ne se fera peut-être qu'une ou 2 fois par semaine. Vous avez déjà ce modèle, hein. La Normandie, vous avez depuis déjà longtemps des études qui montrent qu'une bonne partie des gens de Rouen et de Caen viennent à Paris, soit le lundi, soit le jeudi. Il n'y a pas de gens qui viennent tous les jours à Paris. Au début, on croyait ça. On prenait le nombre de gens qui avaient des abonnements, le nombre de gens dans les trains, ils sont tout le temps pleins. Mais non, c'est pas les mêmes. Les gens organisent leur vie pour travailler à Caen et à Rouen, et ils vont à Paris, soit le lundi, commencer leur semaine, et des fois ils restent le mardi, ils n'ont pas fini, soit le jeudi, mais ils vont pas le vendredi, ils viennent le jeudi, parce que si ils n'ont pas fini le jeudi soir, ils peuvent rester le vendredi. Vous voyez, c'est très très organisé. Ce modèle va se généraliser. Bon. Et la question que nous avons, nous, c'est comment la société va s'y préparer. Comment les patrons ont appris la culture non présentielle. C'est génial, parce qu'ils étaient complètement bloqués. Bon, l'administration d'État, là-dessus, est totalement archaïque. Mais elle est archaïque surtout, mais notamment là. Je veux dire, si vous voulez, parce qu'un patron, à la limite, il peut évaluer la productivité de son salarié. Dans l'administration, il y a beaucoup de gens évaluer la productivité, me semble un travail quasiment perdu d'avance, y compris pour une partie, à mon avis, parce que la productivité, elle n'en a pas. Donc, c'est difficile à évaluer. Mais pas tout. Il y a énormément de fonctionnaires qui travaillent très bien. Mais si vous voulez, je pense que la culture de l'administration, paradoxalement, est une culture de petits patrons. À la différence presque du privé, où vous avez un salarié, un chiffre d'affaires, un budget, un salaire, et je veux dire, si ça fait plus l'affaire, on se sépare, et si ça continue, ça rapporte. Donc, je veux dire, on évalue en permanence. C'est aussi un rapport patronal, évidemment, mais pas de même nature. C'est pas un rapport patronal de manière bureaucratique, mais de l'ordre de la production. Donc, c'est très différent. Une fois que vous racontez tout ça aux gens, que vous dites, voilà, donc ceux qui vont en télétravail, on va faire ça. Le monde ouvrier, on lui va lui offrir des opportunités. Les populations, effectivement, des gilets jaunes, il est temps de redécouper, moi, ce que j'appelle la France jardin. C'est-à-dire, en gros, prenez l'Île-de-France, mais il faut enlever toutes les communes, il faut créer de nouvelles communes, il faut créer des territoires politiques à la taille des collèges, à la taille des ronds-points, à la taille des gilets jaunes. Il faut arrêter de faire des ronds-points. Vous savez qu'il y a 63 000 ronds-points en France, alors qu'il y en a 5 000 en Allemagne. Enfin, c'est inimaginable. On sait qu'il y a du marché noir derrière. Oui, mais il y a des marchés noirs politiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a que, si vous voulez, la France, depuis 1945, se bat pour être moderne. Et vous savez, on a eu 2 fois le sentiment d'être archaïque. En 1939, quand on a vu arriver les Allemands. Je me rappelle très bien mon grand-père, il me disait toujours, si tu savais, ces mecs, ces beaux garçons, bien rasés, bien propres, sportifs, on avait l'impression que le troufion français, avec son béret et tout, il n'était pas dans le coup, quoi. Et on a vu en 1945 une nouvelle jeunesse, une jeunesse américaine, très libérée du corps, très festive, très sexuelle, très etc. On s'est rendu compte qu'on pouvait être. Il y a différents modèles de jeunesse. Moi, je préfère le modèle de 45. Hein. Mais d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Enfin, parce qu'en fait, ce que vous racontez, c'est tellement passionnant. J'ai des milliards de questions et en fait, on va pas faire un épisode de 2 ou 3 heures. Ça serait nécessaire, je crois, parce qu'il y a tellement d'éléments sur lesquels je voudrais rebondir. Mais par contre, je voudrais tester une idée avec vous, une idée que j'ai. Et en fait, ça fait référence à ce que vous disiez sur les boomers. Et je sais que vous parlez de mai 68 de temps en temps. Moi, je me pose la question, je me dis, est-ce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'est pas, quelque part, une sorte de mai 68 un petit peu minimisé. Vous savez, en fait, quand on parle des technologies, il y a une courbe qui s'appelle la courbe de Gartner, la courbe d'adoption des technologies. Et en fait, ce qui se passe en général pour les technologies, que ce soit les téléphones portables, la réalité virtuelle, ce que vous voulez, en fait, il y a une montée très forte au début, qui tombe de manière
monumentale juste derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grosse chute. Et puis après, on revient sur une sorte de plateau, ce qu'on appelle le plateau de productivité. Et j'ai la sensation que c'est ce qui s'est passé avec mai 68. C'est-à-dire que c'est monté très fort, ce mouvement dont vous parliez, et qu'on peut pas reprocher aux boomers. Et puis ensuite, il y a eu l'élection de Thatcher, de Reagan, avec cette descente, entre guillemets, vers un capitalisme hyper mondialisé, hyper fort. Et puis là, on revient sur une sorte de plateau où j'ai l'impression que c'est finalement les valeurs de mai 68 qui reviennent. Mais c'est une idée que je voulais tester avec vous. Alors, parce que si vous voulez, c'est une piste dont je partage une partie. Quand vous lirez mon livre, ce qui va sortir le mois prochain, à la fin, je dis au fond, ce que nous vivons, c'est mai 68 puissance 100. Parce que si vous voulez, on n'a rien cassé comme en 68. À 68, tout était arrêté. On n'avait plus d'essence. On a dû s'occuper comme on pouvait. Ça a été très, très désagréable. Et si vous voulez, on était un peu dans la même situation. Parce qu'on n'était pas confinés, mais comme il n'y avait plus d'essence, on était quand même confinés de fait. Un peu confinés quand même. Ben oui, on pouvait plus se déplacer. Alors moi, comme j'étais responsable des élèves d'Orléans, et que comme si j'étais au lycée de garçons d'Orléans, naturellement nous avions aussi pouvoir sur le lycée de filles parce que c'était la moindre des choses que les garçons pilotent les filles, ce qui nous a permis de fusionner avec les jeunes filles. Donc c'était plutôt une année agréable dans une région très forestière, et c'était très agréable. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais je pense qu'on est dans la même situation, je suis un peu d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'en fait c'est d'abord une révolution culturelle que nous sommes en train de vivre, une révolution intime, chacun d'entre nous. Parce qu'on a réfléchi pendant 18 mois, vous savez, 10 ou 15% des couples vont se séparer, mais les autres il y en a peut-être qui vont s'aimer à la folie aussi, etc., etc. Donc, on est dans une immense révolution culturelle. C'est pour ça que je dis, on passe de la civilisation industrielle à la civilisation numérique et écologique. Et je regarde le monde comme ça. Après, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé en 68? En 68, il s'est passé qu'on avait un discours de rupture. Souvent, je me dis, quel bonheur de ne pas avoir été enregistré quand je me mettais debout sur la table au lycée et que j'haranguais la foule. Parce que je devais dire des conneries absolument monumentales. Mais il se trouve que le discours qu'on avait, qui était un discours hyper révolutionnaire, très porté par la guerre du Vietnam, faut quand même pas l'oublier. Donc, là, je pense qu'on n'était pas mauvais. Mais c'était juste après la guerre d'Algérie. Il faut quand même se rappeler. Je veux dire, nous, on a connu, moi, j'ai connu les attentats, j'ai connu les étudiants qui revenaient ou qui ne revenaient pas des Aurès, etc. Donc, faut se rappeler de cette ambiance-là. Mais on a, si vous voulez, n'empêche que sous les tables, j'allais dire, c'est quand même là qu'a démarré l'écologie. C'est là qu'a démarré l'égalité homme-femme. Alors je vous dis que on avait pris il n'y a pas dans aucune archive de 68, on voit une femme qui s'exprime. Elles sont très utiles pour amener le café, ça je reconnais. Mais enfin, je veux dire, on était dans un monde totalement macho. L'ultra-gauche, c'était macho, mais à 10 fois, parce que c'était des bourgeois. Je veux dire, faut pas rêver. Moi, j'ai jamais été gauchiste parce que j'avais horreur des gauchistes. Mais donc, si vous voulez, on était sur cette période. Et au fond, on est dans une période, mais la politique, qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé que entre 68 et 80, il y a 13 ans. Et si vous voulez, et dedans cette période, il s'est passé plein de choses, d'abord dans la pensée de droite. Et la pensée de droite a toujours été féministe. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en France, qui a donné le droit de vote aux femmes? C'est la droite, c'est De Gaulle. Qui a autorisé à modifier le statut des femmes? Qui a permis des femmes d'abord qu'on n'ait plus le droit de les battre? C'était encore écrit dans la loi. Excusez-moi, en 68, c'était toujours écrit dans la loi. Battre son épouse était considéré comme une activité. Je dis pas qu'on le faisait, mais on n'avait pas changé la loi. On a autorisé les femmes à ouvrir des comptes bancaires sans l'autorisation de leur mari, etc. Donc, si vous voulez, il y a évidemment l'avortement, Simone Veil. Bon. Donc, ça veut dire que il y a eu dans les années après 68, la droite a porté une nouvelle idée de la femme dans la société. Ça fait du mal aux gens de gauche de dire ça, mais je suis désolé, c'est rarement les gens de gauche qui font avancer le statut des femmes. Il faut quand même le répéter. Et alors, c'est pas vrai pour des combats politiques. Elles sont souvent à la tête du combat politique féministe. Et encore en ce moment, elles sont merveilleuses. Mais de fait, regardons qui vote les lois. Et puis de l'autre côté, vous avez eu cette préparation politique qui a amené à l'élection de François Mitterrand en 81, qui n'était pas finie en 74. Il n'a pas gagné. Il a gagné en 81. Et si vous voulez, il a amené la décentralisation. Il a amené le ministère de l'Environnement, c'est Poujade en 73. Encore une fois, c'est la droite. Faisons très attention à la façon dont les idées se construisent. Et donc, effectivement, il y a eu 81, avec à la fois ces dimensions fin de la peine de mort, donc un nouveau respect du corps et de l'individu. À mon avis, ça ouvre la civilisation du corps, le fait qu'on ne s'autorise plus à couper la tête de quelqu'un. C'est quand même le mouvement du corps réunifié, on pourrait dire des choses comme ça. Il y a évidemment des politiques féministes qui ont été prolongées, développées, avec Yvette Roudy, avec des gens comme ça. Et puis il y a eu la décentralisation. Bon. Et puis il y a une tentative de nationalisation qui s'est cassée la gueule, mais qui peut-être a permis de reconstruire une partie de l'industrie française, mais pas sûr. Et donc d'ailleurs Rocard était pas d'accord, et qui était sans doute plus proche des idées de 68 que l'équipe de François Mitterrand. Donc si vous voulez, on a ça. Et au fond, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On vit l'inverse.
C'est-à-dire que la crise financière de 2008, on est effectivement 12 ans après, à peu près la même durée historique, et on voit monter des valeurs de droite, bon, très fortement. Et on va monter des valeurs sur la sécurité, sur tout ça. On va monter les extrêmes droites, les grands partis populistes. Parce qu'au fond, si vous voulez, c'est la société qui a été bouleversée dans son organisation. François Mitterrand croyait que la nationalisation des entreprises allait recréer une classe ouvrière de gauche, etc. Il s'est complètement planté. Parce que le monde industriel n'était plus le cœur des sociétés. C'est un élément très important, le monde industriel. Mais en France, c'est 13% de l'emploi et de la richesse. Bon, voilà, c'est important, mais si c'était 15% ou 16%, ça serait mieux. Enfin, c'est quand même que moins de 20% partout. Donc, faut pas rêver. Les sociétés sont industrielles et autre chose. Bon, pourquoi? Mais parce que petit à petit, ce qu'on a construit depuis la guerre, c'est une société du lien à travers le temps libre. Et que, si vous voulez, le lien a d'abord été religieux, jusqu'au milieu du 19e siècle. L'essentiel des liens était religieux. Que ce soit les messes, les fêtes, les processions, etc. Puis après, il y a eu la politique qui a structuré du lien. Les politiques, les partis, les syndicats, les quartiers rouges, la maison du peuple, les révolutions, et puis les manifestations, les luttes sociales, tout ça, ça crée des modes de vie, des amours, des plaisirs, des joies. On était peut-être pauvres, mais on était pauvres ensemble. C'est pas pareil que d'être pauvre tout seul. Bon. Mais c'est fini, cette grande période du politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a le corps et le territoire. Donc, ce sont des petits trucs. Des petits trucs, je veux dire, c'est des sous-groupes qui s'articulent, quoi. Comment je défends mon territoire, comment ça, de l'autre côté, comment je défends ma communauté, etc. Et le problème, c'est comment avec ces bribes de société, on recrée du commun. Parce que sinon, on crée de l'éclatement. Bon. Et donc, c'est plus du tout la même question. On n'est plus dans une société de classe. Ça fait 25 ans que je le dis, je me tue à l'écrire. Il se trouve que c'est peu entendu, parce que le discours, c'est, mais enfin, vous savez bien, on confond classe sociale et richesse et pauvreté. Bien sûr qu'il y a des riches et des pauvres, c'est pas la question. Mais est-ce qu'ils ont un sentiment commun d'appartenance pour un combat? Non. Et d'ailleurs, on a bien vu avec les Gilets jaunes, quel était le groupe social des Gilets jaunes? Des petits patrons, des ouvriers, des femmes divorcées, souvent dans le monde de la santé, énormément de chauffeurs. Donc, c'est pas une classe sociale, ça. Bon. Mais à un moment, et d'ailleurs c'est pour ça que ces gens sont mal payés, parce qu'ils ne font pas communauté de lutte sociale. Ils sont dans aucun syndicat, donc effectivement, dans les rapports de force, ils pèsent pas. Bon. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce bouleversement-là de nos sociétés fait qu'on est dans un grand désarroi des systèmes d'appartenance. Et ça, c'est très dangereux, parce que comme disait Michel de Certeau, quand la politique se défait, le religieux revient au galop. Et je pense qu'il a fondamentalement raison. Et que, je veux dire, il n'y a qu'à voir l'énergie qui a été mise par le gouvernement pour protéger la fête de Noël. C'est parce que Noël, c'est la fête quand même un peu religieux. C'est la fête de l'enfant, de la famille, d'accord, mais enfin c'est le petit Père Noël quand même. Et derrière il y a Jésus-Christ. Alors que le réveillon, c'est la fête du sexe et du plaisir. Il est clair qu'ils ont plutôt protégé Noël que le réveillon. Bon, faut me dire d'un point de vue sanitaire, le réveillon c'est beaucoup plus toxique que Noël. Ça, je suis d'accord aussi. Bon. Donc, c'est tout ça qu'il faut avoir. Et donc la question qui nous est posée, c'est comment on recrée du commun, soit par la dictature, système efficace, extrêmement dangereux, évidemment, destructeur des valeurs, tueur de la création et de la culture, donc c'est quand même absolument tragique. Il n'y a jamais eu de grande culture dans les pays autoritaires, ça n'existe pas. Il y a eu au moment des révolutions, oui, regardez en 17 en Russie, Eisenstein, enfin tout ça, il y a eu, au moment de la révolution, le corps social se casse, donc ça laisse sortir de la création. Comme avec la pandémie en 1920, avec les années folles, c'est pareil. La structure sociale se casse, elle s'ouvre. Il y a des gens qui s'en prennent des morceaux plein la gueule et d'autres qui du coup se sentent, regardez les surréalistes, etc. Bon, se libèrent des contraintes et portent des choses magnifiques. Mais on est dans ce genre de situation. Et donc, on peut aussi bien aller vers les bolcheviks, j'allais dire. Enfin, les bolcheviks, aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Ça peut être les écolos, qui peuvent, au fond, avoir une pratique politique de bolcheviks. C'est une des possibilités. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils font. Mais bon. Soit ça peut être une période de créativité si on sait avoir un commun suffisamment fort pour ne pas avoir peur de ces différenciations. Pourquoi on a peur que des gens disent « moi, je suis un descendant d'esclaves » ? Pourquoi on a peur de dire « vivre en France quand on est noir, effectivement, c'est pas pareil que quand on est blanc ». C'est pas que on peut en parler de ça me gêne pas, moi, je veux dire. Après, je suis pas même pas contre que dans le cadre d'un colloque, on dit on va faire des groupes, des sous-groupes de réflexion, et que dans le cadre d'une réflexion du commun construit, on dise, bon, écoutez, on va se réunir par genre et par couleur pendant 2 heures, et après, on revient, on dit qu'est-ce qu'on a dit. Moi, je suis descendant d'esclaves. Donc... Quoi? Moi-même, je suis descendant d'esclaves, donc on peut en parler. Non, mais voilà, vous voyez, parce que même, je veux dire, je comprendrais très bien que dans une réunion d'hommes où je parlerai du rapport avec les femmes,
je peux dire des choses que je ne dirais pas forcément dans une réunion mixte, parce que peut-être que mon imaginaire de la femme, ma façon de les regarder, etc., au fond, est-ce que je serais pas un peu honteux parfois de le dire en public? Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans une réunion d'hommes dont la vocation serait qu'on fasse un discours commun, et que du coup, ça soit plus mon discours, mais le discours des 10 mecs qui passent 2 heures ensemble, ça va. Vous savez, c'est la vieille blague, leur différence entre un mec de droite et un mec de gauche. Le mec de gauche, quand il regarde une fille, il regarde les yeux, il descend sur la poitrine, il s'arrête sur le cul. Tandis que le mec de droite, il commence par les jambes, il monte sur le cul, il monte au sein, il s'arrête là. Donc, je veux dire, c'est une différence, une vieille blague, mais qui, à mon avis, n'est pas entièrement idiote. Donc, si vous voulez, mais des choses comme ça, on peut pas en parler dans une réunion mixte. Ça serait quasiment de la vulgaire, d'une certaine façon. Donc, je suis pas contre dans un processus intellectuel de construction, mais pas si ça devient le cœur de l'idéologie comme c'est à l'UNEF, qui est une idéologie différentialiste, où on croit effectivement qu'il faut reconstruire des groupes de combat pour autant, moi, si vous voulez, je vais vous raconter une anecdote, enfin, on n'a pas trop le temps, mais, il se trouve que j'avais écrit le programme de Bernard Tapie quand il s'est présenté aux élections régionales en PACA. J'ai toujours été très engagé dans la vie publique du côté de la gauche, et au moment, ce texte que j'avais écrit, Bernard Tapie le fait relire au patron de la Provence de l'époque, il n'était pas propriétaire à l'époque, et le type fait des retouches. Et notamment, partout, il introduit le mot race. Il dit la guerre des races, etc. Et puis, Bernard arrive tout content, son programme imprimé par la Provence, il en avait fait, je sais pas, 1 million. Il me le donne, je le relis. Je dis, mais Bernard, c'est pas possible. On n'emploie pas le mot race. Même toi, tu peux pas. Il m'a dit, comment le mot race? Mais on l'a pas mis. Je dis, si, ton mec, là, tu dois faire lire, il a mis partout race, la guerre des races. On a tout pilonné. On a pilonné tout le programme. On en a refait un autre. C'est-à-dire, on a repris celui que j'avais préparé au départ. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette bataille, il faut tenir dessus. Et vous voyez, c'est là où il y a des gens. D'ailleurs, une des choses que les gens aiment bien chez Tapie, qui a des tas de défauts, ça me fait pas la peine de faire un dessin. Non. Mais c'est ça. Lui, moi, je l'ai vu dans des réunions publiques, dire aux gens, écoutez, c'est vrai vous trouvez qu'il y a trop d'Arabes. Ouais, ils rentrent comme ça. Alors, vous trouvez qu'il y a trop d'Arabes? Je vais vous dire, moi, j'ai une maison à Marrakech. C'est encore pire. Il y en a partout. Et qu'est-ce que vous voulez, la salle, elle éclate de rire. Parce que les gens se rendent compte qu'ils sont cons, et qu'il vaut mieux le prendre comme ça. Bon, donc sur ces sujets-là, sur toutes ces questions-là, il faut se battre pour avoir un commun, mais qui reconnaît les différences de genre, les différences d'origine, etc., et qui ne les nie pas. Mais on va pas réécrire l'histoire. Et si vous voulez, l'histoire de l'humanité, c'est la conquête de l'humanité. Et on a construit la conquête de la planète. Ça nous a pris des milliers d'années. Et puis effectivement, depuis 500 ans, on a reconquis des territoires qu'on ne savait pas conquis, notamment évidemment l'Amérique. Et donc on a eu ce conflit épouvantable, notamment avec les Indiens évidemment, enfin ceux qu'on appelait les Indiens, ils s'appelaient pas comme ça, et la culture européenne. La colonisation, ce qui est vrai aussi en Afrique noire en réalité, parce qu'on ne connaissait pas l'Afrique noire. On savait qu'il y avait des gens de couleur noire, mais pas un Français n'était jamais allé en Afrique noire. On savait pas où c'était loin. On était bon. C'est pas vrai pour le Maghreb. C'est là où c'est très différent, parce que le Maghreb, c'est une colonisation tardive de gens qu'on connaissait très bien, avec qui on faisait du business depuis des siècles. On s'affrontait, ils venaient nous piquer nos nanas. Bon, on avait des jeux, c'était des razzias, comme on disait, c'était essentiellement des razzias de femmes, pour pas se cacher. Et donc, si vous voulez, on était là. D'ailleurs, il y a toujours eu des musulmans en France. Je veux dire, il y a qu'à aller dans plein d'endroits où il y a des noms à racines, etc., dans le sud de la France. Pourquoi? Parce que la Méditerranée était un commun. Et donc, on était tout autour. C'est pour ça que la colonisation du Maghreb est une faute politique tragique. Mais c'est une faute politique. C'est pas la même nature que la colonisation de monde qu'on ne connaissait pas. Bon. Mais je la soutiens pas. Mais je veux dire que la faute politique est d'avoir conquis l'Algérie et de ne pas lui avoir donné les droits de la France. C'est-à-dire d'avoir considéré avoir conquis l'Algérie, pourquoi pas? Je veux dire, on venait de conquérir la Belgique, on l'avait perdu, on était à la Moscou. Enfin, vous voyez, mon grand-père était à la Moscou avec Napoléon. Enfin, il a tout fait pour pas y aller. Il n'a pas demandé son avis en réalité. Mais je veux dire que donc la conquête faisait partie des sociétés de cette époque. Donc c'est facile. Bon. Mais la question, c'est que la conquête n'est légitime que si après on donne aux autres les droits de la République. Et ce qui pose problème, c'est quand il y a conquête et refus de donner les droits de la République. Bon, et ce qui est inadmissible en Algérie, c'est évidemment d'avoir donné les droits de la République que à la communauté juive ou européenne, qui étaient déjà là, les Espagnols, et pas évidemment à la communauté musulmane. Donc là, on a trahi les idéaux de la République. Bon. Après, si à un moment ils veulent redevenir indépendants, je dirais pourquoi pas. C'est bien sûr, c'est légitime, je conteste pas ça. Mais voilà. Bon, si je vous dis ça, pourquoi? Parce que ce qu'il faut regarder, c'est l'histoire des choses. Et là, nous, notre question aujourd'hui, c'est comment on comprend qu'on a la laïcité comme valeur de tolérance, une valeur tranquille qu'on avait honnêtement, depuis 40 ou 50 ans, on pensait que les religions s'étaient terminées. Donc, au fond, la laïcité, on pensait que c'était la toile de fond des sociétés tranquilles. Et puis non, la politique a reculé, les religions ont remonté,
et pas que les musulmans. Et puis en France, est arrivée une communauté de 4 à 6 millions de personnes musulmanes qui sont venues parce qu'on était allé les coloniser, qu'on leur avait appris le français, et que donc, oui, ils circulent dans l'univers francophone parce que c'est la langue qu'ils parlent. C'est d'ailleurs aussi pour les Comores. Et donc, du coup, effectivement, ces gens-là, il faut leur donner les droits normaux des républicains. Or, si vous voulez, on ne l'a pas fait vous savez, dans les 3 choses centrales qui donnent un sentiment d'appartenance à la République, il y a le fait qu'il y ait une école, bien sûr, il y a le fait qu'il y ait une mairie. Et la 3e chose, c'est qu'il y ait des entreprises. Pour les gens, dans ce qui défend les valeurs de la République, dans la hiérarchie des études, c'est école, mairie, entreprise, et après police et justice et pompiers. Donc, là où il n'y a pas d'entreprise, là où il n'y a pas de chef d'entreprise, là où il n'y a pas de maillage de l'emploi, etc., il n'y a pas de République. La République, c'est pas que des valeurs administratives. Et le problème, c'est comment on va construire ça dans un commun qui va être la société de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire une terre habitable par l'homme, si vous voulez. Alors que les périodes précédentes, il y avait un conflit entre les gens qui voulaient améliorer l'ici-bas, on va dire les révolutionnaires, et puis les conflits des gens qui voulaient améliorer l'au-delà, enfin plutôt les religieux. Bon, pendant longtemps, c'est l'ici-bas, c'est opposé à l'au-delà, depuis en gros 150 ans. Même peut-être depuis plus longtemps, mais enfin c'est un autre sujet. Et effectivement, par contre, aujourd'hui, c'est la question entre aujourd'hui et demain. C'est plus du tout le même combat. C'est effectivement aujourd'hui, disons dans les 30 ans qui viennent. Bon, ça c'est la première situation. Une société qui va être un peu plus chaude, mais habitable, en gros, avec des catastrophes un peu plus nombreuses, mais qui, en gros, on va prendre entre 1 degré et 1,5 degré de manière certaine. Donc là, il faut commencer l'immense bataille de la protection civile pour planter des arbres, pour faire de l'ombre, pour multiplier, modifier les codes culturels. Regardez, en 2003, quand il y a eu l'extraordinaire chaleur en été, il n'y a pas eu de mort dans le sud de la France. Parce que dans le sud de la France, on a toujours fait attention aux vieux l'été pour leur donner à boire, parce qu'on le sait, sinon ils seraient tous morts. Et c'est dans le nord qu'il y a eu beaucoup de victimes, parce que c'est la première fois, donc ça veut dire qu'ils étaient affrontés à ça. Donc ça veut dire qu'il y a des codes culturels qui sont peut-être même, en France, moi je dis, le climat va se déplacer de 500 km. Donc, vous voyez, en ce moment, je fais de la formation des capitaines, des pompiers, des officiers. Je leur dis, écoutez, les jeunes, vous les mettez en formation 500 km au sud. Les mecs de Lille, allez les mettre à Marseille. Les mecs de Marseille, vous les envoyez à Alger. Et donc, du coup, qu'ils aient la formation de comment on va vivre. Ça, c'est sûr qu'on va vivre comme ça. Bon. Les pompiers, je leur dis, attendez, pour les incendies, ça va franchir la Loire. Donc, les mecs au nord de la Loire, il faut leur apprendre à lutter contre les feux de forêt, parce qu'ils en ont jamais vu. Bon. Donc, je dirais, c'est du certain habitable. Puis après, il y a un deuxième combat, c'est le futur non habitable. C'est-à-dire si effectivement, on arrive pour dire au climat de Tamanrasset, là, ça devient quand même beaucoup plus difficile. Donc là, on a une bataille pour bloquer le réchauffement climatique. Mais il faut pas mélanger les deux. Il faut pas paniquer les gens. Il faut dire le réchauffement, la protection civile, on va mettre un grand ministre de la protection civile et partout, on va expliquer aux gens comment on construit, quel arbre on met, qu'est-ce qu'on plante comme arbre à Lille pour que dans 30 ans, il soit gros. Il faut planter un arbre qui est à Marseille. Il faut pas mettre une essence lilloise. Parce que sinon, effectivement, dans 30 ans, il aura trop chaud, il va mourir. Donc, voilà, je prends cet exemple, je sais qu'ils y pensent, j'invente pas la poudre là. Je sais que, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, ils réfléchissent à ça. J'ai assisté à des réunions, ils le font très intelligemment depuis déjà longtemps, d'ailleurs. C'est pas déjà le président précédent. Donc, là, on a cette question. Et puis, donc, effectivement, on a cette deuxième question. Cette pandémie nous ouvre au combat contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire à deux choses. D'une part, au fait qu'on a une plasticité culturelle. Et on s'en est rendu compte. On a pu modifier nos comportements. On n'aurait jamais cru. Écoutez, il y a 3 ans, vous m'aurez dit, est-ce qu'on peut s'enfermer à 5 milliards chez nous? Je leur ai regardé, celui-là, il soigne, quoi. Donc, si vous voulez, on s'est rendu compte que on peut faire ça. Alors, ça a des conséquences. On n'a pas fait de bébé. On a sans doute beaucoup fait l'amour. Encore que c'est même pas sûr. En tout cas, il y a une augmentation des avortements, d'après ce qu'on sait. Mais on a un effondrement de la natalité, parce que les gens voient pas où on va. On fait pas un bébé dans un monde où on sait pas où on va. Donc, ce qu'il nous faut, nous, y compris pour défendre la natalité, c'est dire aux gens, attendez, 2030, on sait faire. On va faire, on sait faire. Après, 2100, là, c'est pas sûr qu'on sache faire. Donc, le problème est différent. Et là, mais par contre, si vous venez, on peut le faire ensemble. C'est-à-dire que on a les moyens que la Terre soit habitable en 2100. Mais ça nécessite des changements profonds et des innovations gigantesques. Pas seulement de la restriction. C'est pas vrai. La restriction, c'est un truc de riche. Mais la question, elle est justement comment on modifie les comportements. Oui, c'est pour ça que je suis très réservé, par exemple, sur la ville vélo, parce que moi, je crois beaucoup à la ville des voitures électriques, en fait. Et qu'on peut pas à la fois avoir les deux. On peut avoir les deux. Je suis favorable au vélo dans la ville. Mais je veux dire que moi, quand j'arrive Port d'Orléans à Paris, en ce moment, je circule en voiture pour des raisons sanitaires, et que je vois la route divisée en 3, un tiers les bus, alors qu'il y a un bus toutes les 5 minutes, un tiers les vélos, alors que franchement, ils sont quand même moins gros, et puis une demi-heure d'attente pour les voitures. Je me dis, on est dans l'idéologie.
On n'est pas effectivement dans l'idée, même quand on fait la ville 30 km, je vais souvent à Bruxelles, maintenant la ville est à 50 et à 30, mais elle est à 30. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une voiture électrique? Bon, par contre, les voitures diesel ont doublé leur consommation. Donc d'un point de vue prophylactique, mes copains maintenant, ils me disent, moi je suis passé à 12 litres. J'étais entre 6 et 7, je suis à 12. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon. Et c'est des questions quand même qu'il faut se poser, même si on est d'accord sur l'objectif, qui est effectivement une ville non polluante. Mais je veux dire, il faut faire attention à tout ça et il ne faut pas exclure, si vous voulez, la mobilité, c'est ce qui permet le brassage social. Et le brassage social, c'est ce qui permet qu'on ait un commun. Que ça soit la mobilité sur les plages, la mobilité parce qu'on va faire la fête aux Champs-Élysées. Une société de proximité, c'est une société de ségrégation sociale. Donc, il faut à la fois la construire parce qu'on a envie du local, de la ville un quart d'heure, etc. Je suis absolument d'accord. Mais, en maintenant les mobilités très fortes. Parce que sinon, bah oui, c'est sûr, la vie de vélo à Paris, c'est top, hein. Bah, surtout en gros, les mecs en dessous de 5 000 € par mois, ils habitent pas, quoi. Donc, en gros, on le dit pas, mais ça nous met à l'écart des quartiers populaires. Ça nous met à l'écart des mosquées. Combien il y a de mosquées dans Paris Surface? J'en sais rien, mais à mon avis, il n'y en a pas tellement. Donc, vous voyez, il faut faire attention. On tient un discours de bicyclette et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de raconter? C'est une différenciation sociale. Donc, les deux sont légitimes. Le vélo, je pense qu'on devrait facilement arriver à 10% des déplacements, donc c'est essentiel. On peut évidemment, mais et puis si vous voulez, on va faire tellement d'innovations dans les 10 ans qui viennent qu'il faut faire attention. On a tellement investi dans la science, etc. Non seulement la santé va progresser, mais à mon avis, les moyens de déplacement. Je ne sais pas comment on se déplacera dans la ville dans 10 ans. Peut-être qu'on aura tout simplement des fauteuils avec des roues. Et qu'on se déplacera sur des fauteuils. Je n'en sais rien. Je veux dire que il faut pas investir tout notre pognon dans un monde souterrain alors qu'on ne sait pas quels seront les outils, si vous voulez. Et en plus, on ne sait pas quels seront les besoins de mobilité. Parce que si on développe, mettons 40% des gens sont en télétravail, et si 60% ont un jour de télétravail par semaine, ben ça change complètement les problèmes de où est-ce qu'ils vont habiter. Et ça change les problèmes, évidemment, de la densité des déplacements. Donc, il faut être très prudent parce que, vous voyez, ça, c'est des politiques. Moi, aux États-Unis, il y a une chose que j'observe beaucoup, c'est les semaines de 4 jours dans les écoles. Je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire, à plein d'endroits où les écoles sont ouvertes lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc là, il y a tout le monde. Et le vendredi, c'est la journée où il n'y a pas toujours école. Ce qui permet à certains des week-ends de 3 jours, mais ça veut dire que ce jour-là, c'est le jour où on forme les enseignants. Donc, ils sont là tous les 4 jours. Ils ne peuvent pas être formés les jours de cours. C'est pas comme chez nous où il y a tout le temps un prof absent. C'est le jour où on fait les rattrapages pour les enfants qui sont pas au niveau. Donc, on les convoque pour faire des maths ou tout. Les profs peuvent travailler ce jour-là. C'est le jour des réunions parents-profs, etc. C'est le jour de l'école comme lieu social, en réalité. Et il y a 4 jours d'apprentissage. Bon. Et du coup, c'est aussi le jour du remise à niveau des enfants qui ont décroché. Ce modèle m'intéresse énormément. Parce qu'au fond, ça renvoie un peu au modèle où le papa ou la maman font une journée de télétravail par semaine, peut-être justement ce jour-là, et puis des semaines où ils n'ont pas de télétravail, où l'enfant n'a pas de rattrapage, et peut-être qu'ils vont partir 3 jours à la campagne. Donc, si vous voulez, on est là dans des bouleversements de l'espace et du temps, et c'est tout ça qu'il faut qu'on travaille là-dessus. C'est-à-dire, il faut se dire, le changement qui est devant nous est tellement énorme qu'on ne sait pas exactement ce qui va être, et ça va dépendre du récit qu'on va construire et des moyens qu'on va se donner. Et donc, il ne s'agit pas de construire la société avec les concepts qu'on avait en magasin il y a 3 ans, parce que sinon, on va investir à mort dans des choses qui sont en partie déjà périmées, ce qui peut d'ailleurs valoir pour le système de transport de l'Île-de-France. C'est compliqué. Je suis pas contre ce modèle qu'a mis en place Sarkozy, mais je serais très très prudent parce que ça coûte énormément d'argent. Et du coup, effectivement, comment on accueille une société du développement durable en y intégrant des modes de vie plus qualitatifs et qui effectivement vont peut-être coûter un peu moins cher, mais si vous voulez, après tout, vous savez, il y a une chose qu'il faudrait faire aussi, c'est qu'il faut aider les gens à quitter les métropoles. Parce que les milieux populaires, ils savent pas partir. Ils n'ont pas les résidences secondaires, ils n'ont pas les lieux, ils n'ont pas les codes. Mais peut-être que dans plein de quartiers, on pourrait créer un office du départ. Parce que quand on déplace, mettons qu'on déplace 1 million de Français après cette pandémie, il y a des tas d'endroits, on va chercher des boulangers, des garagistes, des femmes de ménage, des maçons. Et il faut aller les chercher où? Il faut aller les chercher dans les quartiers populaires des grandes villes. Où justement, les mecs, moi, dans mon village, il y a un type qui vient d'arriver, comme ça, et il est maçon, il vient du Nord, il vient d'Afrique au départ, ses grands-parents ils viennent d'Afrique, mais lui, il était dans les quartiers, il a un discours de bobo parisien. Et il me dit, mais oui, mais j'avais qu'une envie, c'est de venir habiter à la campagne, en Provence et tout, Paris c'est insupportable, etc. Donc je veux dire que les gens de la diaspora, des diasporas successives, peuvent tout à fait être envoyés, remis en route, je dirais, dans le territoire national, pour aller dans les villes moyennes, etc. Donc, il faut avoir cette pensée de la société de mobilité, mais où ces mobilités, on a pensé hier que le pétrole.
Aujourd'hui, la première mobilité, elle sera numérique. Donc, les autres mobilités non numériques, comment on va les réorganiser pour créer à la fois du brassage social, de la proximité et une diminution de la pression écologique. C'est ça tous les enjeux sur lesquels il faut qu'on travaille très tranquillement, en sachant rigoler du passé. Moi, je suis pas responsable de la conquête de l'Afrique. Vous savez, en Afrique, ce que j'aime beaucoup, c'est Brazza. C'est le type, d'ailleurs, ils ont gardé son nom, puisque Brazzaville, c'est la ville qui a créé Brazza, qui était et c'est comme aux États-Unis, enfin, le moine, le prêtre espagnol, là, qui a écrit sur le droit des Indiens. Donc, si vous voulez, il faut faire attention. Il y a eu de tous les camps, il y a eu de tous les trajets, et on ne peut pas imposer à quelqu'un de lui dire tu es un descendant de colonisateurs, etc. D'abord, moi qui suis Marseillais, c'est faux. Marseille a toujours été contre la conquête de l'Algérie. Marseille était contre parce que l'Algérie, c'était Marseille. Enfin, on se connaissait tellement bien qu'on n'avait pas l'idée de se conquérir. C'est pour ça que c'est la France du Nord qui a conquis l'Algérie et pas Marseille. Vous voyez, toutes ces choses-là, il faut les raconter tranquillement, sans culpabilité, mais sans naïveté non plus. Et après, se dire, bon, on va où ensemble maintenant ? Et ça, c'est le sujet qui est quand même le plus intéressant. Et ensemble, on va lutter contre le réchauffement climatique, et notamment grâce à la numérisation du monde qui donne une puissance extraordinaire et qui diminue les mobilités physiques. Génial. Merci beaucoup. En fait, je pense que j'aurais envie de continuer cette conversation pendant hyper longtemps parce qu'il y a plein d'éléments sur lesquels je voudrais rebondir, mais je vais pas le faire. Parce que ça fait déjà 1h10 que l'on parle. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Mais vous savez, la grande rupture de nos sociétés, c'est que le travail des intellectuels n'est plus en dialogue avec la sphère politique. Et ça, dans tous les partis en réalité. Et notamment la gauche, parce que la gauche, si vous voulez, c'est le monde au fond des gens, c'est l'alliance au fond, j'allais dire, des intellectuels, comme on disait, et du monde du travail. Or là, ce monde-là s'est arrêté. La gauche est restée figée sur des visions de la société qui ont 20 ou 30 ans. Et du coup, si vous voulez, c'est ça mon principal souci, c'est qu'on finance en France des dizaines de milliers de chercheurs et d'intellectuels, et au fond, ils se sont petit à petit enfermés dans des micro-compétences parce qu'on ne les écoutait plus. Et moi, j'ai passé ma vie à ouvrir des portes. J'ai publié 4 ou 5 000 livres dans les maisons successives où j'ai travaillé. J'ai pas écrit. Moi, j'en ai écrit une trentaine. Je suis tout le temps dans les médias. Je pense, si vous voulez, que le dialogue entre la pensée et l'action doit redevenir absolument central dans les sociétés. Sinon, on est dans une logique ou passéiste ou une logique de vérité. Moi, je voudrais qu'on soit dans des logiques de consensus, de discussion, d'engueulade, mais si vous voulez, de désir partagé. Parfait. Merci beaucoup, Jean. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.